Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Nous voici arrivés à l'épisode 7. Et ici, nous avons affaire à l'épisode le plus proche de ce qu'était la nouvelle génération, et où, plus que jamais, la question de la pertinence de l'évolution de personnages après près de 20 ans hors champ est posée. Si à cela, on ajoute que le retour de deux anciens personnages font la même analyse de Picard avec celle que nous faisions nous-mêmes podcast après podcast, c'est bien la preuve qu'ici, la façon dont est traité Picard est une volonté des scénaristes et pas seulement une réécriture maladroite, quitte à déplaire à certains détracteurs. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'épisode du jour est dénué de tout défaut. I'm in over my head. You helped Picard and Synthetic escape. When I left Earth, I had a plan, I had a ship, I even had a crew. Now I've lost them all. Now tractor lock to a Borg cube full of Romulus! They don't want us, they want her! This whole thing, how do I know it's not another game? You can't trust me. Hello, Will. Program complete. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons toujours avec nous le lieutenant Marina. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Il nous revient et il a sûrement manigancé quelques complots ici et là, j'ai nommé le Romulien Romain. Salut tout le monde. Et enfin, celui avec qui j'ai un long passif autour de la série The X-Files. Il est médecin, critique et expert en séries télé, mais également écrivain. Il est notamment l'auteur de La maladie de Saxe et j'ai nommé Martien Winkler. L'anglais Van Prosper. Alors, ça nous fait bien plaisir de vous avoir, Martin. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je participe à un podcast autour de Star Trek et ça me fait très plaisir parce que je suis un Trekkie depuis très longtemps. Alors justement, quel est votre rapport avec la franchise et quel était votre premier contact avec Star Trek ? Mon premier contact, c'est quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans, quand je commençais à passer un mois chaque été en Angleterre, parce que mon père voulait qu'on apprenne à parler anglais, mon frère et moi. Et dans la famille qui m'accueillait à Londres, il y avait une petite télé dans la cuisine, enfin une cuisine salle à manger, qui était une toute petite télé qui était perchée sur une étagère à 2 mètres au-dessus du sol. Et je me souviens avoir vu mon premier épisode de Star Trek là, parce que ça passait pendant l'été en Angleterre à cette époque-là. Et j'étais tout de suite fasciné. Et ensuite, plusieurs années après, quand j'ai eu 17 ans, je passais un an aux États-Unis. Et là, c'était évidemment en rediffusion, parce que la série était terminée, mais c'était en syndication, comme on disait à l'époque. Et je regardais ça avec dans ma famille d'accueil. Je passais un an dans une famille américaine et j'avais un petit frère d'accueil qui s'appelait Jim. Et Jim, qui avait 12 ans, regardait Star Trek religieusement à 17h. Donc je m'asseyais avec lui pour regarder Star Trek, évidemment. Et on mettait notre mère en colère parce que à 6h moins le quart, elle nous appelait pour souper, mais Star Trek n'était pas terminé. Donc une fois sur deux, on restait et elle râlait. Une fois sur deux, elle nous faisait monter et c'est nous qui râlions. Donc moi j'ai toujours été, j'ai commencé donc par Star Trek classique et j'ai repris avec The Next Generation 2 ou 3 ans après que ça ait commencé, et c'est Christophe Petit qui est aussi un grand spécialiste des séries télé qui faisait la revue Génération Série. Génération Série. Ouais, excellente revue. Ouais, à laquelle je collaborais aussi, qui m'a fait découvrir The Next Generation. Alors au début j'étais un peu sceptique, j'étais un peu réservé, mais en fait j'ai adhéré tout de suite. Après j'ai regardé tout Deep Space Nine, tout Voyager. J'ai pas vu tout Enterprise, mais ça fait partie de mes. C'est pas grave. Ça fait partie de mes premiers. Non, parce que j'aime beaucoup Brandon Braga et je suis sûr qu'il y a de bons épisodes dans cette série. Donc... Il y en a, oui, heureusement, tout n'est pas à jeter, mais on en a beaucoup parlé précédemment, mais c'est vrai que c'est pas la série qu'on préfère. Non, je sais qu'elle est moins bonne, mais la série classique et puis Next Generation, Deep Space Nine évidemment, qui est à mon avis un pur chef-d'œuvre, puis Voyager aussi que j'aime beaucoup. Tout ça, c'est des séries que je connais très bien. J'ai vu tous les films sauf oui, malheureusement, j'ai vu tous les films. Les 3 derniers, le tout dernier, j'ai trouvé ça assez bien fait. Les 2 premiers Beyond, c'était pas mal, mais pas trop nul, hein. le Star Trek de J.J. Abrams et le suivant Into Darkness, j'ai trouvé ça extrêmement mauvais. Mais même en tant que film, si vous voulez, c'est pas parce que je pense que c'est pas fidèle à la série, c'est parce que je pense que c'était mal écrit. En tout cas, Martin, c'est marrant que vous ayez découvert Star Trek en syndication aux États-Unis, parce que pour les Français qui découvrent Star Trek grâce à la diffusion de Picard sur Amazon, il faut rappeler que Star Trek, lors de sa toute première diffusion aux États-Unis, avait été un succès plutôt
plutôt modéré, ça n'avait pas cartonné du tout, ça avait été annulé après 3 saisons, et que c'est vraiment lors de ces nombreuses rediffusions en syndication aux États-Unis sur les chaînes ce qu'on appellerait en français les chaînes du câble, que la série a vraiment décollé et qu'il y a un vrai fandom qui s'est créé autour de Star Trek, ce qui a permis de le relancer avec le premier film hollywoodien. Oui, non seulement je l'ai découverte en syndication, mais l'année où j'y étais, c'est-à-dire 72-73, j'ai acheté le premier exemplaire, le premier numéro d'une revue qui s'appelle Starlog, et c'était un numéro qui était presque intégralement consacré à Star Trek, dans lequel il y avait un guide d'épisodes. Première fois que je voyais ça. Et je l'ai toujours. C'est-à-dire, c'est un truc qui a donc maintenant 46 ou 47 ans. Il est un peu abîmé, il est un peu défraîchi, mais j'avais annoté les épisodes en mettant des étoiles selon que je trouvais que c'était des épisodes très réussis ou moins, etc. D'ailleurs, tu parlais de Christophe Petit et de Génération Série, et il faut rappeler que l'une des raisons pour lesquelles on aimait tellement ce magazine, c'est qu'à l'époque, avoir des guides, ça semble incroyable aujourd'hui, mais avoir des guides d'épisodes, c'était littéralement le saint graal pour quand tu étais fan d'une série, et quand tu trouvais le guide d'épisodes de Starsky et Hutch, t'étais l'homme le plus heureux du monde parce que tu comprenais enfin comment cette série était censée être diffusée. Oui, et c'est autour de ça, bien sûr, qu'on a commencé à écrire beaucoup de choses sur le fait que les chaînes françaises faisaient absolument n'importe quoi avec la diffusion des séries. Ça, on s'en souvient, c'était vraiment une sacrée époque. Alors, Martin, justement, du coup, vous avez regardé donc tous les épisodes comme nous. Qu'est-ce que vous avez pensé des 6 premiers épisodes de Star Trek Picard ? Alors, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que je suis content de revoir Patrick Stewart, je suis content de revoir des personnages des séries précédentes, parce qu'il y a pas que Star Trek The Next Generation, il y a aussi Seven and Nine, Je suis partagé parce que, dans son ensemble, même s'il y a des épisodes que j'ai beaucoup aimé le dernier, celui qui est passé hier soir, en tant que spectateur de série, en tant que lecteur de feuilletons, en tant qu'auteur de romans, et souvent de romans feuilletonnants avec des tas d'épisodes, je trouve que c'est pas écrit de manière aussi soigneuse que ça pourrait l'être. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de moments où on s'ennuie, où c'est lent, alors que je suis en train de revoir To The Next Generation avec un de mes fils en ce moment, parce que lui, il est beaucoup trop jeune pour avoir connu ça. Donc on regarde tout. On a regardé Battlestar Galactica, et maintenant on regarde The Next Generation. Et alors que c'était une série qui parlait beaucoup, on s'ennuie jamais. Parce que il n'y a pas une ligne de dialogue qui est en trou. Ça sert toujours. Il n'y a pas d'interaction entre personnages qui ne servent pas dans l'histoire. Or ici, dans Star Trek Picard, il y a beaucoup de moments qui sont des moments de flottement dont on comprend pas vraiment à quoi ils servent. C'est-à-dire, ça étire un peu l'action alors qu'on n'en a pas besoin. C'est très beau, mais tous les effets spéciaux sont pas des effets spéciaux qui sont utiles à la narration. C'est-à-dire que, un peu comme dans les derniers films Star Trek, c'est très beau, mais si ça sert pas à la narration, à mon avis, c'est inutile. C'est pour en foutre plein la vue aux spectateurs, mais ça sert à rien, si vous voulez. Il faut pas faire des effets spéciaux pour les effets spéciaux. Il faut que ça ait une fonction narrative. Et là, ça n'en a pas. Donc il y a des moments, à mon avis, des moments de creux narratifs, ou même des moments où on comprend rien du tout. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est maintenu dans l'ignorance ou l'incompréhension, c'est que c'est pas clair ce qui se passe à l'écran. J'aime beaucoup l'idée d'Aj et Soji étant des sortes de filles, sinon bioniques, du moins symboliques ou synthétiques de Data. Mais le problème, c'est que, par exemple, je trouve que l'actrice qui joue d'Aj et Soji joue très mal. Je trouve que c'est pas une bonne actrice. Je trouve que l'acteur qui joue le Romulien qui essaye de la séduire est pas un bon acteur. Je trouve qu'il y a une disparité entre les acteurs qui est très problématique, d'autant plus qu'on a des acteurs vraiment solides qui incarnent leur rôle depuis 30 ans, qui sont là, qui savent exactement ce qu'ils font. J'aime beaucoup le capitaine du vaisseau, je me souviens plus du nom de l'acteur, j'aime beaucoup, Rios, mais j'aime pas du tout Raffi parce que j'ai jamais trouvé que la comédienne était une bonne comédienne. Et ça me gêne beaucoup, je l'ai vu dans beaucoup de choses, mais je trouve pas que ce soit une bonne comédienne. Donc il y a une disparité dans les personnages, et une disparité dans l'écriture. Il y a une logique qui m'échappe un peu, c'est-à-dire que ce personnage de néo-androïde qui est à la fois, comment dirais-je, une sorte de personne avec des super pouvoirs et en même temps peut-être une arme ultime qui est censée détruire je ne sais pas quoi, et en même temps qui est une personne qui a des émotions, ça me paraît un peu incohérent. C'est-à-dire, ou bien elle est en danger, ou bien elle est dangereuse, mais comment peut-elle être les deux, vous voyez? Enfin, c'est quelque chose qui
pose problème. Au début, on vous dit finalement le secret c'est elle, et puis après on vous dit non, le secret c'est pas elle, c'est la planète d'où elle est originaire. Voilà, il y a des plot holes, hein, des trous de verre dans le scénario qui moi me gênent beaucoup. Peut-être que ça va être résolu d'ici la fin de la saison, j'en serais très heureux, mais j'ai un peu le même sentiment, alors là ça vous fait rigoler, j'ai un peu le même sentiment qu'avec la machination, la conspiration dans X-Files. C'est-à-dire ah non, on va pas remettre ça sur le tapis, hein, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le problème de beaucoup de séries qui sont des séries qui sont censées avoir un plan, et censées avoir un plan à long terme. Et le problème, c'est que les scénaristes, s'ils n'ont pas vraiment un plan à long terme, c'est-à-dire si par exemple tout n'a pas été écrit d'un seul coup, et tout n'a pas été bouclé comme c'est maintenant possible dans les séries qui passent sur le câble ou sur les fournisseurs d'accès, contrairement aux séries qui passent sur les grands réseaux, on peut écrire une suite de 10 épisodes qui tient absolument debout. L'un des scénaristes, James Duff, est l'auteur de deux des meilleures séries de ces dernières années, qui est The Closer et Major Crimes. C'est un très bon scénariste. Michael Chabon est un très bon auteur. Peut-être qu'en tant que scénariste, il est moins bon, mais enfin, c'est pas des débutants. Et pourtant, c'est ça le problème, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a de gros défauts de narration et d'écriture. C'est d'ailleurs aussi, et je termine là-dessus, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas regardé Discovery. C'est une inquiétude d'autant plus légitime qu'on sait déjà que Michael Chabon quitte Star Trek Picard à la fin de la saison. Donc on peut en effet s'inquiéter sur à quel point ce scénario déjà va se boucler, parce qu'il reste que 3 épisodes, hein, après celui dont on va parler ce soir. Et finalement, si l'intrigue n'est pas vraiment bouclée à la fin de ces 3 épisodes, on peut imaginer qu'on sera dans une forme d'improvisation que tu dénonces, Martin, et je trouve qu'il y a une dénonciation quand même qu'on retrouve qui est applicable à beaucoup de séries américaines, surtout depuis que ce format feuilletonnant est finalement non plus devenu l'exception mais la norme. On se rappelle que Star Trek à la base c'est pas une série feuilletonnante, ça a commencé à être feuilletonnant avec Deep Space Nine et ça l'est devenu complètement depuis Discovery. Et c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir si, moi j'aime beaucoup Picard, je suis beaucoup plus optimiste que toi, Martin, mais on se pose quand même la question de savoir si à l'avenir on n'aimerait pas revoir du Star Trek plus un peu d'anthologie entre guillemets, c'est-à-dire du Star Trek où chaque épisode serait des loners, pour reprendre le champ lexical d'X-Files. Et alors sur la narration, je voudrais dire aussi ceci. J'ai regardé les short tracks et je les ai pour la plupart trouvés très mauvais parce que précisément ils sont pas écrits. C'est très beau, c'est magnifique sur le plan visuel, il y a pas de discussion, c'est très soigné, etc. Mais c'est pas bien écrit. C'est pas intéressant. Et ça veut dire qu'il y a un problème d'écriture, parce que on doit pouvoir écrire des petites scénettes, des choses qui durent 10 minutes, un quart d'heure. On doit pouvoir les écrire et les rendre satisfaisantes, parce que précisément on n'a pas une longue histoire à raconter. Mais ils sont pas bien faits. Ils sont pas intéressants, ils laissent pas de souvenirs dans la mémoire. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'écriture. C'est pas que c'est pas une belle production, c'est pas que les acteurs sont pas bons, la plupart du temps ils sont bons, c'est pas qu'il y a de très beaux effets spéciaux, mais l'écriture laisse à désirer. Ouais, je suis assez d'accord sur le constat, parce que c'est vrai qu'il y a la forme de narration qui a émergé notamment avec les plateformes de streaming, hein. On sait très bien pourquoi c'est comme ça. Ce qu'a initié Netflix est rendu comme étant la norme. C'est le fait que les gens sont incités à binge-watcher, donc à regarder tout d'une traite, et forcément ça pêche un peu pour une franchise comme Star Trek, comme on l'a dit précédemment. Il y a ce côté anthologique, et qui fait que si, un peu comme Lost par exemple, on est déçu de la fin, du coup toute notre impression va rétroactivement être négative sur l'ensemble de la série, même s'il y a forcément des segments qui sont meilleurs. À la différence d'X-Files, où en fait X-Files, que ce soit qu'il y ait eu un plan final cohérent ou pas, c'est pas exactement la même chose, parce que X-Files s'appréciait dans le présent, c'est-à-dire que chaque épisode, même s'il avait des trous scénaristiques et qu'il y avait ce mystère qui appelait ce qui pouvait être un dénouement, l'épisode en lui-même se tenait, était suffisamment contenu pour justement être apprécié à l'instant présent. Ce qui effectivement quelque part pêche un petit peu ici avec Star Trek Discovery aussi, hein, et Star Trek Picard, je suis assez d'accord. Mais pour autant, il y a cette espèce d'accroche aux séries précédentes, à ce qu'a été la franchise. Donc on peut appeler ça aussi du fanservice et des memberberries. Mais ça marche quand même, parce que c'est quand même un prolongement sur un angle différent. Après, c'est vrai que
il y a des trous scénaristiques qui posent problème, et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure. J'étais plutôt d'accord sur le format feuilletonnant, et moi je suis plutôt d'accord avec Martien, parce qu'en fait X-Files, moi j'avais l'impression, même si j'ai adoré la série, je l'ai regardée comme une fanatique dans les années 90, j'avais l'impression que il n'y avait pas de plan sur le long terme et qu'ils inventaient les intrigues au fur et à mesure. Et voilà. Et contrairement à une autre série qui a complètement disparu des radars, qui s'appelle Babylon 5, et où j'avais l'impression qu'il y avait un plan du début à la fin. Et pourtant, contrairement à beaucoup de séries, les effets spéciaux ont super mal vieilli. Donc, mais est-ce que qu'est-ce qui est le plus important en fait ? L'histoire, les effets spéciaux, pour moi c'est l'histoire. C'est là où l'auteur veut nous emmener et tout ça, et finalement, voilà, que les effets spéciaux soient pas au niveau, à la rigueur, peu importe, on pourra toujours les remanier à la fin. On va commencer à parler de l'épisode. Du coup, Marina, tu peux nous faire le résumé ? Alors, résumé de l'épisode sans spoiler. Jean-Luc Picard et Soji se rendent sur la planète Nepenthe où vivent de vieux amis. Pendant ce temps, le reste de l'équipage de la Sirena tente de les rejoindre. Hugh et Elnor sont laissés sur le cube Borg et doivent affronter les Romuliens. Alors Romain, qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes largeurs de cet épisode ? Alors, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est un épisode que j'attendais beaucoup, évidemment, puisque c'était, on le savait, le retour de deux personnages absolument emblématiques de la série Next Generation que sont Riker et Troy. Toutefois, on sait que ces genres d'épisodes réunion, ça peut être souvent très casse-gueule parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Les acteurs sont un peu rouillés, voilà, ça sonne un peu faux. Et ben là, comme l'a dit Martin, ça sonnait pas faux, ça sonnait en fait très très juste. On peut même se réjouir ou s'étonner que dans le cas de Troy, elle a probablement eu ses meilleures lignes de dialogue jamais en fait. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, Troy, c'était quand même très très faible. Non, il y a de très... C'est son côté bétazoïde empathique a vraiment un intérêt ici, alors que souvent dans la série, à chaque fois, il y avait un truc qui l'empêchait d'utiliser ce pouvoir. Et là, pour le coup, tout le long de l'épisode, elle l'utilise pleinement. Moi qui suis en train de tout revoir à raison de 3 épisodes par semaine, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'épisodes où Troy est très importante et où c'est centré sur elle. Mais effectivement, quand on a 7 saisons, ça se dilue un peu dans la mémoire. Mais non, moi ce que j'ai trouvé dans cet épisode justement, j'aime bien revoir Troy et Riker, mais dans cet épisode, ils ont rien à faire, ils sont juste là. Ce qui est intéressant dans l'épisode ici, c'est la relation qui se lie entre la fille de Riker et Troy et Soji. Ça c'est bien. Et là, à mon avis, c'est là que l'actrice qui joue Soji est la meilleure depuis le début de la série. Ouais, on en reparlera dans la zone spoiler, tout à fait. Et justement, je voulais dire que pour continuer, j'ai été aussi agréablement surpris par l'ajout des jeunes acteurs que j'ai trouvé moi excellents, en particulier donc la fille de Riker et Troy. Pour le reste, j'en parlerai plus parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Et la dernière chose, c'est qu'il se passe pas mal de trucs du côté du cube Borg. C'est un peu la partie action de l'épisode, enfin c'est même complètement la partie action de l'épisode. Et moi, il y a des choses qui m'ont là-dessus, encore une fois, un petit peu gêné. C'est assez cool, mais il y a des trucs qui m'ont gêné, mais je peux pas en parler sans évoquer des spoilers. Donc je m'arrête là pour le moment. En gros, il y a trois niveaux d'action. Il y a effectivement dans le vaisseau, il y a sur le cube Borg où sont restés Hugh et Elnor, et puis il y a sur la planète Nepenthe. Ce qui se passe sur la planète Nepenthe, moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça très très sympathique à cause justement des interactions entre les personnages, mais pas forcément entre les personnages qu'on attend. C'est pas là qu'il se passe des choses. C'est très agréable de les voir, les anciens de la série Next Generation, mais c'est pas là qu'il se passe quelque chose. En revanche, sur le cube, sur ce qu'ils appellent l'artefact, j'ai un gros problème avec ce qui se passe sur l'artefact parce que c'est très beau, mais fondamentalement c'est extrêmement creux, et surtout il y a quelque chose qui se passe et qui a l'air de se passer très souvent dans cette série, et ça me pose un gros problème, c'est que on se débarrasse d'un personnage qu'on a fait entrer quelques épisodes plus tôt, et ça c'est un problème de continuité, c'est-à-dire que ça donne le sentiment, et ça va être la même chose après celui-ci, puisque ils vont s'en aller de Nepenthe, donc on ne va plus voir les 2 personnages qu'on a vus, les 3 personnages qu'on a vus, et on a l'impression finalement que ces personnages sont amenés petit à petit dans la série, mais uniquement comme des pions qui sont un peu là pour décorer. Il n'y a pas véritablement
de continuité narrative. Or, je suis désolé, mais un scénario, et je voudrais revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, je ne crois pas précisément que les 10 épisodes de la saison aient été véritablement écrits comme un tout avant qu'ils se mettent à produire. Je pense qu'ils ont ils ont écrit au fur et à mesure qu'ils produisaient. Ça, c'est un gros problème, parce que ça nuit à la continuité. Dans des séries, ce qui a fait la caractéristique des séries du câble, les premières séries du câble comme celle de HBO, c'est que tout était écrit avant la production. C'est-à-dire qu'on était sûr que tout tenait ensemble. Là, je crois que c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'ils le diffusent une semaine après l'autre. C'est parce que c'est produit au fur et à mesure. Et comme c'est produit au fur et à mesure, il y a des inconsistances qui sont liées au fait qu'on a envie d'en mettre un peu beaucoup, qu'on monte l'épisode pour que, il y en a un peu pour les 3 types d'actions, mais c'est pas aussi intéressant dans les 3 types d'actions. Ce qui se passe sur le vaisseau, c'est pareil, on voit un peu Rios qui fait des acrobaties pour échapper au vaisseau qu'il poursuit. Get us back online, Rafi. I'm trying. The tractor beam has completely scrambled our systems. Try harder, god damn it! I blame you for this. Me? How is this my fault? Chris, baby, he's an old man. How far is he gonna get? Now Picard's en route to a planet that stays away at maximum warp. Don't ask me how. And I'm tractor locked to a Borg cube full of Romulans. Damn it. Can't you hack the traffic control system? Rafi! I'm trying! The underlying code's all freaky Borg machine language. Just ask them to let us go. They don't want us. They want her. I mean, wherever Picard took her, they'll hunt her down and destroy her. Just tell them we want to go home. Il y a un déséquilibre narratif entre les 3 actions. C'est problématique, quoi. Ouais, tout à fait. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai ressenti beaucoup de nostalgie et de tendresse lorsque j'ai revu Riker et Troy. J'ai même versé ma petite larme, mais ça, je vous en parlerai dans la zone spoiler. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a choquée. C'est que Marina Sirtis n'était pas au générique, mais au post-crête. Ouais. Et là, je dois dire, j'ai pas compris. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas vu ça, c'est pas cool. Ça m'a choqué parce qu'elle a énormément de scènes. Alors, je suis d'accord avec Romain, elle a de très très bonnes lignes de dialogue parce que, alors, moi aussi, Martien, je suis en train de me revoir Next Gen et tout ça. C'est vrai que à un moment, je pensais qu'effectivement, Troy n'avait pas beaucoup d'épisodes, de lignes de dialogue et tout ça. Bon. C'est plus ou moins vrai, elle a de bons épisodes, mais souvent ça se résumait à soit des histoires d'amour où elle rencontrait quelqu'un et hop, il se passait quelque chose. Là, je trouve que dans cet épisode, on voit à quel point son rôle de conseiller était essentiel à l'Enterprise, parce que lorsqu'on Next Gen est sorti, avoir un conseiller sur la passerelle, mine de rien, ça pouvait paraître surprenant. Et je trouvais que la justification de la place d'un conseiller sur la passerelle était compréhensible. Après, les scénaristes ne l'ont jamais réellement utilisé. Ils l'ont jamais pleinement utilisé. Et de la bonne manière. Romain le disait dans le podcast précédent, que, en fait, Picard n'était pas suffisamment dans les relations humaines et dans la compréhension de l'humain, et qu'en fait, le rôle de Troy était essentiel pour ça. Et moi, je trouve que dans cet épisode, c'est tout à fait ça. Elle a eu énormément de lignes de dialogue et son rôle était essentiel, je trouve, pour que Picard comprenne plusieurs choses. Et donc, moi, j'ai pas compris pourquoi elle n'était pas au générique. Alors, c'est marrant, c'est une critique qui est revenue pas mal sur Internet et que je trouve tout à fait légitime. Parce que si tu mets, dans cet épisode, si tu mets Riker, tu mets Troy. Enfin, ça semble évident. Et apparemment, comme d'habitude à Hollywood, c'est des histoires de contrat. Quand tu négocies ta place dans le générique avant, après. Dans le cas de film, tu négocies même la place sur des affiches. Et c'est aussi stupide que ça. Maintenant, je trouve vraiment que c'est assez minable, en effet. Et ça aurait dû aller de soi presque. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, Romain, je pensais à ce que tu avais dit au tout premier podcast,
en disant que toi tu serais content si la série c'était 10 heures de Riker, Picard et Troy qui dînent autour d'un dîner, quoi. Et c'est vrai que cet épisode, j'avais pas envie qu'il se termine parce que voilà, j'ai ce côté un peu proche, chaleureux et tout, et ça faisait vraiment plaisir. Donc ça faisait plaisir, forcément, ça nous rappelait beaucoup de souvenirs. Et en même temps, on sentait vraiment que le casting était très content d'être ensemble et de jouer ensemble, et ça transpire l'écran. Il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec toi, Martin, c'est en fait que tu dis que ça sert à rien que Riker et Troy soient là. Je ne pense pas, parce que ça met vraiment en lumière, en relief l'état d'esprit de Picard, où il en est, et toutes les choses qu'on analysait justement de podcast en podcast en suivant les épisodes, on voit que Riker et Troy font les mêmes analyses que nous, c'est-à-dire que pour moi, c'est la preuve que c'était pas une écriture à l'aveugle, et que c'était vraiment un souhait voulu des scénaristes de nous montrer certaines facettes de Picard, puisque même les personnages dans l'histoire se rendent compte des mêmes choses que nous, et que même Picard finalement le reconnaît quand il dit que il a merdé et que son plan il était un peu bancal. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, et c'est vrai que dans le sens ils servent à rien entre guillemets, c'est parce qu'ils servent uniquement à mettre en relief Picard, mais finalement pas que, parce qu'il nous donne aussi un peu une sorte de petit épilogue pour ces personnages que à mon avis on reverra pour une raison dont je parlerai dans la zone spoiler. Donc voilà, c'est vraiment la grosse partie de l'épisode qui était bien. Ensuite, c'est vrai que les deux autres arcs étaient vraiment pourris, en fait, complètement ratés. Et heureusement qu'il y avait ce retour des anciens personnages pour attraper un peu le coup. Donc maintenant, je vous propose de rentrer directement dans le sujet en rentrant dans la zone spoiler. Red alert! Oh, man! Oh. You need a place to hide out. Shields up! Perimeter scans to max. We've had a little trouble around here lately with the Xinti. Best to run anti-cloaking scans, too. Romulans? Mm-hmm. Initiate anti-cloaking scans. That time you were flying off to Romulus to plan the great supernova rescue. Do you remember what I said? So you want to be ass-deep in Romulans for the rest of your life? I believe I also reminded you of Newton's fourth law of thermodynamics. No good deed goes unpunished. Right. I told Kestra to show your friend how to find the shower. Thank you. She's a friend. Soji. She appears fully human. Her face, her voice, her body language all express clear emotion. The poor thing seems traumatized. But? I sense nothing. I can't read her. Program complete. Donc voilà, donc on est directement dans la zone spoiler pour parler de l'épisode en détail. Alors je vais commencer par vous proposer de parler de l'arc le moins intéressant de tout l'épisode, qui est ce qui se passe sur le cube Borg. Alors Martin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce cube Borg ? C'est très beau, mais à quoi ça sert sinon à nous montrer la mort de Hugh, qui est une mort véritablement qui n'a aucune. Déjà le personnage de la Romulienne qui le tue, et moi je trouve ce personnage inintéressant depuis le début. Enfin, l'actrice a aucune présence, elle a pratiquement rien à dire. C'est une méchante. C'est la méchante qui est méchante parce qu'elle est méchante. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la méchante. Et alors, donc c'est la sœur du semi-méchant qui est pas tout à fait méchant parce qu'il est amoureux, etc. Bon, et alors, enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de profondeur psychologique là-dedans. Et puis tu as Hugh qui est un personnage dont on pourrait développer la psychologie, parce que quand même, c'était un Borg. Et l'acteur est très bon en plus. Et l'acteur est très bon. On aime beaucoup Jonathan Del Arco. Donc, il a été restauré à son humanité. Et puis, boum, d'un seul coup, on se débarrasse de lui. Donc, c'est assez typique. Je voudrais juste dire que je pense pas que Troy et Riker dans cet épisode servent à rien. Je pense que le problème des personnages qui entrent et qui sortent, c'est que ça nuit à la continuité, et que ça, c'est dans une série qui se veut une série continue, c'est problématique. Et là, on le voit très bien. Hugh, il n'y avait pas de raison de le tuer. On pouvait très bien le laisser sur le cube Borg et revenir après, je veux dire, en faire autre chose, ou le laisser, comment dirais-je, réhabiliter ses camarades. Pourquoi le tuer ? Je suis d'accord à 200% avec toi, Martin. C'est une mort inutile. C'est un reproche il y avait déjà pas mal de débats dans la communauté des fans de ces gens qui avaient été ramenés dans la série, des personnages
plus ou moins importants, mais que certains fans aimaient en tout cas, comme Isheb, il y a 2 épisodes, et Bruce Maddox, pour finalement les tuer soit en 5 minutes, soit en un demi-épisode. Mais bon, dans un cas comme dans l'autre, dans le cas d'Isheb et dans le cas de Maddox, je trouvais quand même qu'il y avait une raison scénaristique assez évidente. Maddox savait tout, donc si on le laissait vivant, la série s'arrêtait. Et Isheb, c'était qui a eu une mort vraiment dégueulasse pour le coup, enfin en termes de violence en tout cas, c'était pour expliquer pourquoi Seven of Nine n'avait pas fini finalement son retour complet vers l'humanité et pourquoi elle avait presque régressé en termes d'humanité. Dans le cas de Hugh, bon, on n'a pas vu la suite de la série, on va peut-être découvrir de nouvelles choses, mais puisque de toute façon Picard n'était plus dans le vaisseau, Soji n'était plus dans le vaisseau et la Romulienne méchante, très méchante, était déjà en fuite quasiment, la mort de Hugh, c'est vraiment pour faire un tire-larme qui en fait, plutôt que de nous tirer les larmes, nous font monter nous font saigner les veines, parce qu'en fait ça sert juste à nous mettre en colère en tout cas. Alors si c'est pour nous montrer qu'elle est encore plus méchante qu'on pensait, c'était vraiment pas utile, et si c'était pour redonner un peu plus de caractère à Elnor, le Romulin de Tolkien, c'était pas très nécessaire non plus. Donc pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était une mort gratuite, d'autant que c'est toujours un peu dommage, parce que non seulement tu le tues pour rien, mais en plus tu te tires une balle dans le pied, parce que c'est quand même une série qui est censée durer 2 ou 3 saisons, et tu sais jamais à quel moment tu aurais eu besoin d'un personnage intéressant et important comme Hugh, qui avait été réussi jusqu'à présent. En plus, c'était vraiment un retour réussi. Donc je trouve ça vraiment dommage et dommageable. C'est clair que ce personnage aurait très bien pu resservir plus tard, et que dans l'instant de cet épisode, il aurait très bien pu s'en sortir, être juste blessé par exemple. Ouais. Et puis, alors vraiment, je suis d'accord, la Romulienne, vraiment méchante, c'était limite si elle n'était pas en train de triturer sa moustache pendant. Enfin, c'était où on aurait pu faire la comparaison avec des nazis en fait, parce que la scène d'exécution des Borg, par exemple, ça vous a pas fait penser à celle de Rogue One avec l'exécution des scientifiques? Si, ça rappelle toutes les scènes d'exécution dans tous les films de guerre du monde. Mais c'est gratuit, c'est. Ouais, mais tu vois, ça, à la limite, le fait de tuer pour tuer. Ça servait, le personnage de Hugh, justement, ça servait à le mettre dans une détresse importante, ça montrait son attachement vis-à-vis de ses ex-bis, comme il les appelle. Donc ça, c'était intéressant. La mort de Hugh, elle sert à quoi, finalement, en cette fin d'épisode, quoi. D'autant que, en plus, je trouve que Elnor, moi, s'en sort plutôt bien dans cette série, je le trouvais vraiment intéressant, et cette espèce d'histoire, je sais pas s'il faut y voir une histoire d'amour, mais en tout cas, une belle histoire d'amitié qui était en train d'unir Elnor et Hugh, je la trouvais vachement intéressante, donc c'est limite gâché quoi, si tu veux, parce que voilà quoi, tu commences à créer des relations entre des personnages, ce qui est un peu ce qu'on recherche dans les séries Star Trek, enfin moi ce que je recherche dans les séries Star Trek, pour finalement la ruiner en une scène inutile quoi. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Ouais. Et à la fin, on est d'accord, Elnor appelle Fenris à la rescousse. Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir Seven ? Bah bien sûr. Par contre, justement, une question. Attendez, Picard, il a perdu la carte de visite de Seven, il s'en est pas rendu compte, et Elnor, il tombe dessus par hasard. C'est bien ce qui s'est passé. Non, j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas. J'avais l'impression que c'était Hugh, moi, qui lui donnait, mais je me suis peut-être trompé, du coup. Mais non, il le trouve, il est caché quelque part à la fin de l'épisode, il est caché à un endroit pour fuir les Romuliens, et en dessous d'une table qui pendouille, il y a un pendentif avec le truc de Seven. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est Picard qui l'a perdu un moment dans sa fuite, ou quand il a eu sa petite crise dans l'épisode précédent? Mais quand même, c'est quand même vachement incongru comme truc, quoi. Voilà, c'est mal écrit et c'est mal filmé, parce que, je veux dire, si un personnage dépose quelque chose dessus, ça demande un quart de seconde pour le montrer. C'est vrai que cet arc scénaristique est pour moi complètement raté. La partie Cube Borg, encore une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que à chaque fois, souvent, à part le dernier épisode, enfin l'épisode de la semaine dernière, le 6e, à chaque fois qu'il y avait des séquences dans la Cube Borg, en général, c'était toujours très raté. Bon, bah là, faut croire que la malédiction continue, et ça risque de pas s'arrêter, puisque l'épisode prochain, on va voir débouler Seven qui va tout casser dans le Cube Borg, et je me demande qu'est-ce que ça va donner, quoi. Je dirais plus gâché que raté, parce que, comme je te le disais juste avant, j'ai trouvé, moi, que cette relation qu'ils étaient en train de créer entre Elnor et Hugh était pour le coup vachement intéressante. Donc pour moi, c'est plus gâché que raté. Ouais, c'est vrai que ça aurait fait un beau duo. Il faut qu'ils arrêtent de tuer des personnages pour faire croire que la série est un drame, ou que voilà, il y a d'autres moyens de prouver que une série est adulte
que de tuer des personnages pour faire croire qu'il se passe un truc. Exactement. On peut faire du suspense sans tuer personne et comment dire, on peut mettre les personnages en danger, mais on n'est pas obligé de les tuer à tous les tournants, quoi. D'ailleurs, justement, à propos de mettre en danger les personnages sans forcément les tuer, donc il y a une crise d'indigestion sur la Sirena. Donc c'est aussi un arc plus ou moins raté, même s'il y a quand même de bonnes choses, entre autres les personnages. Écoute, ça m'a probablement moins dérangé que vous, je pense. C'était pas mes parties préférées de l'épisode, mais au moins j'ai trouvé que on continuait de développer le personnage de Jurati, et surtout je suis assez content que à partir du moment où on sait que c'est une traîtresse, je suis assez content qu'ils vont manifestement pas faire durer trop longtemps cette espèce de faux suspense. L'équipage va-t-il découvrir que c'est une traîtresse ou non? Et là, bon, vu la fin de l'épisode, on est à peu près sûr que à partir de l'épisode prochain, son histoire, son double jeu va être dévoilé, et quelque part ça m'a presque rassuré de me dire qu'ils allaient pas faire traîner ce plot trop longtemps. Après, pour le reste, moi il y a une scène que j'ai pas très bien compris, quand vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, quand Rios vient voir Jurati pour lui dire qu'il a des doutes sur Raffi, de savoir si c'est elle qui est en train de les trahir et de donner leur position au vaisseau Romulan. C'était pas très clair pour moi cette scène. Je me suis demandé s'il jouait un jeu parce qu'il sait très bien que c'est Jurati qui joue un double jeu et c'est juste pour la forcer à se trahir, ou s'il pensait vraiment que Raffi, qui connaît depuis 25 ans tandis que Jurati la connaît depuis 5 minutes, est vraiment la traîtresse. Là j'ai très mal compris cette scène. Je pense que malheureusement c'est ça, parce que dans la scène après, avant que le docteur holographique les appelle parce que Jurati est dans le coma, on voit le regard et on voit les sous-entendus de Rios, et on voit que c'était pas une comédie puisqu'il a l'air de le penser vraiment quand il s'adresse à Raffi. Je suis d'accord avec toi, et j'ai revu l'épisode d'aujourd'hui, mais en même temps il lui parle quand il parle à Raffi pour lui dire je vais devoir te parler d'un truc qui va pas te faire plaisir, il lui parle avec une espèce de bienveillance qui donne pas l'impression qu'il est en train de... Non, je pense que ça montre un côté un peu gauche du personnage qui enquête, mais qui finalement est complètement à côté de la plaque. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans cette partie-là, c'est que Raffi, au moment où elle s'adresse à Jurati, je me suis dit, ah ouais, parce que c'est quand même une sorte de chef de la sécurité, elle a l'air d'avoir compris que c'est Jurati quand elle s'est dit, ah c'est bizarre, vous vouliez venir, et puis maintenant que vous y êtes, vous faites marche arrière, quoi. Et je me suis dit, ah voilà, ok, elle va comprendre, elle va l'interroger, elle va lui donner du gâteau, etc., puis elle va caler le truc. Puis en fait non, comme Rios, ça tombe complètement à plat, et on se dit mais Jurati, elle leur a presque avoué, quoi, je veux dire à demi-mot, quoi. C'est quand même assez évident, donc c'est complètement étrange que les personnages n'aient pas compris ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans cette série, c'est que j'ai l'impression que tous ces personnages sont pas très intelligents. C'est-à-dire leur niveau d'intelligence, de finesse, de sensibilité psychologique, etc., est très bas. Alors que c'est quand même inspiré par une série dans laquelle c'est tous des gens très sensibles, c'est tous des gens qui sont intelligents, qui cherchent, qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui s'interrogent sur les autres, mais qui le disent ouvertement. On n'a pas l'impression qu'ils... Alors que là, tout le monde s'avance un peu dans le noir. Ça, par exemple, l'histoire de Jurati, d'abord, j'arrive pas à croire au personnage. Ce personnage me paraît complètement incroyable, peut-être parce que c'est l'actrice qui joue mal. Mais enfin, pour une scientifique qui est une spécialiste, la spécialiste planétaire ou interplanétaire des organismes synthétiques, elle est pas très futée, quoi. Je veux dire, on l'aborde en lui disant oui, alors si vous devenez pas quelqu'un qui va trahir absolument les gens à qui vous êtes censé faire confiance, il y aura une catastrophe universelle. Bah, elle bouffe le truc comme ça. Elle avale un tracker. Déjà, je trouve ça... on lui dit, tiens, c'est un tracker, mais ça pourrait être n'importe quoi, du poison. Elle l'avale comme ça sans discuter. Elle tue quand même un type qui a une valeur scientifique considérable. Et émotionnelle. Elle le justifie ça en disant qu'on lui a montré des choses, et au début dans la scène précédente, on voit la vision vulcaine de l'apocalypse et tout ça. Oui, donc ils ont tenté... C'est lui qui a créé Soji. C'est peut-être lui qui peut la désamorcer, justement. C'est idiot de le tuer.
c'est idiot. Ah mais Narrativement, ça tient pas c'est le mal coup. écrit, on est d'accord, ça c'est... Voilà, On est d'accord, c'est narrativement, mal ça écrit. tient pas le- L'inventeur de ces... Même le fait, un truc qui m'a absolument, que j'ai trouvé complètement idiot au début, c'est, on dit, ah bah oui, les organismes synthétiques, il faut forcément les créer par 2. Mais pourquoi 2 Pourquoi 2 à ce moment-là, pourquoi il en fait pas 6? Enfin, je veux dire... C'est peut-être ça la fin de les 3 derniers épisodes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que 2 Soji. Je me demande s'il n'y en a pas 3000 en fait. Je me demande pas si Maddox n'a pas créé une population, ce qui serait d'ailleurs une fin assez poétique, que Data soit devenu une race, en fait, si tu veux. Moi, je crois que c'est ça la fin de la série. Ouais, je crois que Data va devenir une race, en fait. Peut-être, mais alors pourquoi les faire identiques? Bah, ils sont par 2. C'est-à-dire, moi, je pense que ça va être une planète d'androïdes. Alors, je vais pas t'expliquer pourquoi par 2, mais je pense que ça va être une planète d'androïdes où tous les androïdes sont créés par 2. Je pense que moi, la fin de la série, je la vois, ou la fin de la saison, peut-être pas de la série, je pense que ça va être ça. Mais pourquoi? Il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait une raison. Il y a un personnage qui dit pourquoi est-ce qu'elle rêve, et ça c'est pas mal fait. Il dit elle rêve parce qu'elle a besoin de rêver pour digérer les contradictions internes. Très bien, pas de problème. Parce qu'il faut que ça ait une fonction. Et donc narrativement, pourquoi par 2? Et pourquoi par 2 identiques? Pourquoi des jumelles? Bah t'as aussi les deux planètes, donc les deux lunes rouges. Non, ça c'est non. C'est, je veux dire, moi le sentiment que j'ai, c'est pourquoi par 2? Parce que t'avais besoin, ils avaient décidé que elle allait montrer qu'elle était une super héroïne, mais on allait la tuer tout de suite. Alors déjà c'est en kikinant. Parce que si c'est une super héroïne, tu peux pas juste la tuer comme ça. Enfin, je veux dire, un androïde super puissant, il est pas juste soluble dans l'alcool. Tu comprends ce que je veux dire, ou dans l'acide sulfurique. Ça me paraît un peu rapide, quoi. Donc, on l'a détruit tout simplement parce que on va se payer qu'une seule actrice. Et donc, on va prendre la même actrice pour jouer les deux. Donc, on va dire qu'elles viennent par 2. Mais pourquoi par 2? Pourquoi pas encore une fois, par 12? Dans Battlestar Galactica, les Cylons, quand il y a des doubles des Cylons, il y en a 30. Voilà, il y en a des flopées de copies. Et puis on gère. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez des copies, 5, 6, 7 copies, vous avez 5, 6, 7 personnages qui réagissent pas exactement de la même manière. Alors que là, on va se contenter de 2, dont on va tuer un, donc il n'y en a plus qu'une. Tout ça, ça tient pas trop debout, quoi. Je veux dire, on voit pas la justification narrative de ça. Mais on n'est pas sûr qu'il y en ait que 2 copies, parce que c'est ce qu'ils disent, mais moi, je pense qu'il y en a, comme dit Romain, il y en a peut-être d'autres, et qu'effectivement, on va le découvrir dans les 3 prochains. Mais après, ça n'empêche pas que c'est mal écrit, et que c'est mal, parce qu'on nous a donné des informations dans le premier épisode. Mais après, moi je trouve que ça, c'est un problème scénaristique récurrent, c'est-à-dire qu'on nous donne des informations petit à petit qui ne reviennent jamais. Par exemple, la Romulienne là, qu'on a rencontrée dans le cube, qui était la seule spécialiste des mythes romuliens et tout. Moi, je me suis dit, on va la revoir dans l'épisode suivant. On l'a jamais revue. Elle a plus jamais été citée. Ouais, voilà. Pourquoi? Non mais moi je trouve qu'il y a un problème d'écriture. Si, on l'a revue quand Soji regarde une ancienne vidéo d'un interrogatoire. Oui, ça dure 5 secondes. Il reste 3 épisodes, les amis. Dans le prochain épisode qui va se passer, à mon avis, en grande partie sur le cube Borg. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est le problème de ces séries feuilletonnantes, c'est qu'on est, je sais plus si c'est Martin qui le disait, je crois que c'est Martin qui le disait très bien tout à l'heure, t'es obligé d'attendre le dernier épisode pour avoir un avis sur la question. Peut-être ça reviendra, malgré tout. Oui, mais encore une fois, c'est un problème d'écriture, parce que et ça c'est un problème qui est lié à la production de la série. Quand vous avez une série, je prends une série qui est comme True Detective. True Detective, toute la saison est écrite d'un seul jet. Ils écrivent d'abord et ils produisent ensuite. Ça peut être très bon, ça peut être très mauvais, mais il y a une cohérence narrative d'un bout à l'autre. Quand James Duff faisait Major Crimes, c'était la même chose. C'est-à-dire, ils écrivaient tout et ensuite ils produisaient. Du coup, les lignes qui étaient des lignes narratives qui couraient d'un bout à l'autre de la série, enfin de la saison, elles étaient toutes bouclées. Ici, on a l'impression que c'est une série qui est faite pour un fournisseur d'accès qui ressemble à Netflix, mais qui est CBS Prime Access, là. Voilà. Mais que c'est pas écrit avant d'être tourné.
c'est écrit et tourné au fur et à mesure. Et du coup... Mais ça me paraît incroyable. Non, mais moi, ça me paraît incroyable ce que vous dites là, parce que on parle de 10 épisodes. Donc, ça me paraît incroyable qu'ils écrivent au fur et à mesure. Pour moi, ils avaient écrit les 10 épisodes d'un bloc. Mais non, et après, c'est un problème. Et après, c'est un problème de montage. Non, parce que je veux dire, ça peut être aussi un problème de cohérence qui est lié au showrunner, c'est-à-dire s'il y a un showrunner qui est pas là derrière pour s'assurer de la cohérence de tout ça, in fine, ça peut pas marcher. Et ça, je pense que je regarde beaucoup de séries anglaises. Bon, vous prenez une série comme Line of Duty. Line of Duty, c'est écrit par un scénariste et toute une saison, c'est 6 épisodes, c'est pas beaucoup moins, c'est 6 épisodes. C'est 6 épisodes d'1 heure, hein, c'est pas 50 minutes, c'est 1 heure, et tout tient, et en plus c'est écrit au cordeau, c'est-à-dire il n'y a pas un élément, c'est ce que disait Marina, il n'y a pas un élément qui est donné dans le premier épisode dont on n'a pas l'explication à la fin du 6e. Mais c'est complètement écrit avant d'être produit. Et ça donne une cohésion narrative qui est absolument incomparable. Alors là, elle y est pas. Et si elle y est pas, il y a eu un changement de showrunner en plus sur Picard, hein, puisque Chabon a pris le contrôle après 4 épisodes, je crois. Tout à fait. Ouais, et il était déjà dans le writers' room, mais c'était pas lui le showrunner. Donc en effet, il y a eu un changement de showrunner. Donc il manque une cohésion d'écriture. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, qui va donner cette vision et qui a son arc. Il faut qu'il y ait un arc. Vous savez, quand j'écris des romans, je fais la même chose. Hein. Je veux dire, il faut que je sache où je commence et où je finis. Et après, je monte et je m'assure. Et après, je relis 15 fois pour m'assurer qu'il n'y ait pas un truc qui arrive dans un chapitre et que j'utilise pas après. Parce que si c'est pas utilisé, c'est perdu. Et ça détourne l'attention des lecteurs. C'est la même chose dans les séries qui sont des séries semi-feuilletonnantes, qui sont sur les grands réseaux et qui ont 22 épisodes. S'il n'y a pas quelqu'un pour regarder, pour s'assurer que quelque chose qu'on a utilisé précédemment revient et que c'est utile, eh ben c'est perdu. Mais ça, je crois que ici, on a un problème qui est un problème effectivement de cohérence narrative qui est peut-être lié soit au mode de production, soit au manque d'écriture, au manque de leadership chez les gens qui écrivent. C'est pas tellement incroyable, Marina, pour rebondir sur ce que tu commençais à dire, parce que c'est une maladie qui est largement répandue à Hollywood, hein, et on parlait un petit peu, je crois qu'on était encore en antenne de Star Wars avant. Vous imaginez bien que s'ils sont pas foutus de faire une trilogie en ayant une idée du plot avant même de alors que là on parle de 3 épisodes de 2 heures, t'imagines bien que s'ils sont pas capables d'avoir une idée de plot avant de commencer une trilogie, on peut très bien s'imaginer qu'ils soient pas totalement capables d'avoir une idée du plot avant de commencer l'écriture de 10 épisodes d'1 heure, de 10 heures de fiction. Après, moi je suis pas encore aussi pessimiste que Martin. Je veux croire qu'il y avait quand même une certaine continuité. Il y a beaucoup de choses qui me laissent penser qu'il y avait une continuité dans l'écriture de cette série, puisque par exemple les acteurs savaient déjà dans quelle saison dans quel épisode de la saison ils allaient apparaître. Ça c'est lié tout simplement au fait que les acteurs, il faut les libérer. Il faut que les acteurs soient libres. Donc des fois ça se négocie, c'est-à-dire on dit oui, on va te faire apparaître là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Bon, mais bien sûr. Donc ça c'est des histoires de date, c'est des histoires de calendrier. L'écriture, c'est pas une histoire de calendrier. Il faut que ce soit déjà fait. Moi, il me semble quand même que l'écriture a été faite avant la mise en production. À vérifier, mais il me semble bien que ça a été le cas. Par contre, que là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas eu de leadership au niveau de l'écriture, puisque comme l'a dit Romain tout à l'heure, Michael Chabon s'est imposé en cours de saison comme étant le showrunner, parce qu'en fait il n'avait pas d'attitré. Il y avait Alex Kurtzman, mais qui était assez lointain, mais finalement dans la salle des scénaristes, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui était là pour faire le job, quoi. Donc je pense que le gros problème pour moi il vient de là, et le fait que Michael Chabon s'en va pour la saison 2 renforce cette idée. Moi je vous invite tout de suite à parler de l'arc sur Soji, parce que j'ai quand même divisé en 2 parties ce qui se passe sur Nepenthe, parce que comme tu le disais tout à l'heure Martin très bien, finalement les scènes avec Soji sont finalement quelque chose d'inattendu et d'extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ce que j'ai trouvé intéressant justement dans ces scènes, c'est que Soji est quelqu'un qui effectivement n'a plus confiance en personne. Et au fond, c'est ça qui nous fait plaisir quand on connaît The Next Generation, c'est que finalement elle se retrouve dans une famille dans laquelle tout le monde se fait confiance et qui lui donne des raisons de se faire confiance. Et là où c'est très beau à mon avis, c'est que c'est la plus jeune qui lui apprend la confiance.
Et évidemment, on voit que c'est réparateur aussi pour elle, puisqu'elle a perdu son frère, Soji a perdu sa sœur, donc elle se retrouve comme deux sœurs, une sorte de deux sœurs adoptives. Et le parallèle entre les deux fonctionne très bien, avec très peu d'effets. C'est pour ça que c'est aussi, c'est là qu'on voit que quand c'est bien écrit, c'est que t'as deux actrices qui jouent avec 3-4 comment dirais-je lignes scénariques avec 3-4 lignes d'échange, et tu vois à quel point ça fonctionne, hein, le fait que le frère mort inventait des mondes et inventait des langages, et cet enfant, cette adolescente, cette préadolescente, elle arrive avec son langage et elle communique par un langage qui est un langage inventé par des enfants avec ce personnage Soji qui est aussi une enfant dans une certaine mesure. Ça, c'est très beau, c'est très simplement fait. C'est là qu'on voit que c'est bien écrit. C'est que c'est très simple, tout le monde comprend, et ça nous donne, ce personnage de Soji, ça lui donne une épaisseur qu'elle n'avait pas avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette interaction avec le personnage de la fille de Riker et Troy. Alors que les parents, eux, ils sont très présents, ils disent des choses importantes, mais ils restent en filigrane, ils restent derrière. C'est pas eux qui sont actifs dans la relation. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça très bien fait. Et encore une fois, c'est la première fois que je trouve qu'elle joue bien, l'actrice qui joue Soji. Avant, je trouvais qu'elle en faisait des tonnes et que c'était pas crédible, alors que là, elle est beaucoup plus retenue. Son partenaire, c'est Punarek, c'est pour ça ? Voilà, c'est sa partenaire. Oui, c'est ça. Voilà, son partenaire quand elle est avec son partenaire romulien, c'est pas intéressant. Bon, je veux dire. Ouais, et puis Soji joue bien, et puis j'ai envie de dire aussi la petite la petite Kestra est extraordinaire. Je l'ai trouvé, mais c'est marrant, dès la première scène où elle apparaît, j'ai trouvé qu'elle volait l'image, quoi, c'est-à-dire qu'on voyait plus qu'elle. Quand elle apparaît en petit elfe avec son petit arc là, j'ai trouvé qu'elle volait l'image. Elle était bien dans toutes ces scènes, et je suis d'accord avec toi, Martin. En tant que vieux fan de Next Generation, j'ai été ultra ému de retrouver Troy et Riker. J'ai trouvé que leur scène à tous les trois ensemble, Troy, Riker, Picard, sans surprise entre guillemets, était ultra émouvante pour le vieux fan que je suis. Mais la bonne surprise, ça a été les scènes entre ces deux nouveaux personnages. Et j'ai trouvé que c'était, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que c'était l'écriture la plus Next Generation depuis le début de la série. J'ai trouvé qu'on était à 100% dans The Next Generation. Et ça vous a pas rappelé la scène de Family ? Picard rencontre son neveu et tente d'interagir avec lui dans Family. Bravo Marina, parce que c'est quasiment un remake plan par plan. L'introduction de Picard qui arrive, c'est la même scène que dans Family, avec le même contexte, son neveu qui est déguisé également, etc., etc. Mais je sais pas, j'ai été terriblement touché par toutes ces scènes et par ces acteurs vieillissants. Cette histoire de deuil, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, j'ai lisé sur les forums, qui disaient finalement c'est dommage que tous ces personnages doivent avoir eu des drames, pourquoi est-ce qu'ils sont tous malheureux. Moi je les ai pas trouvés malheureux, Troy et Riker, mais ils ont eu un drame dans leur vie, c'est vrai qu'ils ont eu un drame. Malheureusement, j'ai l'impression que quand on arrive à un certain âge, on a tous notre lot de drames, et j'ai pas trouvé ça too much. J'ai trouvé que c'était des gens qui arrivaient à retrouver du bonheur. Ils ont une fille qui est merveilleuse, ils vivent dans une maison qui est absolument sublime, et quand on connaît le personnage de Riker, ça semble totalement compatible avec ce qu'on attendait de lui, finalement. Enfin, on sait qu'il a toujours fantasmé de son Montana natal, si je dis pas de bêtises. Alaska natal. Mais ils ont connu un drame, comme beaucoup de parents, comme beaucoup d'êtres humains en connaissent, professionnels, personnels. Et moi, ils m'ont terriblement touché. J'ai trouvé que c'était pour le coup, on a été très critique depuis le début de cet épisode, et à juste titre sur certains points, pas forcément dans l'excès en tout cas, mais sur cette scène j'ai trouvé qu'on retrouvait une précision d'écriture qui moi me manque et qui m'a rappelé les meilleurs moments de ce que j'aime le mieux dans Star Trek. Et avec très peu d'effets. Ouais. Ouais, non, c'est très Moi, j'ai versé ma larme avec Tad, ça m'a fait pleurer. Et d'ailleurs, ça vous a pas touché que Troy appelle sa fille comme sa sœur décédée dans Dark Pages? Tout à fait. Kestra, qui était le nom de la sœur qu'elle n'avait jamais connue, que Lwaxana, sa mère, avait perdu quasiment quand elle était toute jeune, et qui lui avait déclenché une espèce de souvenir. Que Martin, aide-moi quand tu enterres un souvenir. Comment on appelle ça?
Un fantôme. Voilà, en quelque sorte, quoi. Enfin, voilà, elle l'avait enterré. Et Lwaxana, dans l'épisode Dark Page de Next Generation, s'en rappelait. Et du coup, Diana apprenait la naissance de sa sœur. Et Thaddeus aussi, c'est un nom qui nous ramène aux ancêtres de Riker. Puisque je crois que c'était dans un épisode de Voyager, mais je dis peut-être une bêtise. C'est Voyager, qui en parle. Death Wish, l'épisode Death Wish, on apprenait qu'un ancêtre de Riker avait fait la guerre civile américaine et s'appelait Thaddeus Riker. Donc c'est de là que vient le nom. D'ailleurs, c'était amusant, un personnage de la guerre civile. Moi, j'ai connu Jonathan Frakes dans une magnifique mini-série qui s'appelait Norrensos. Donc c'était marrant. Enfin voilà, je sais pas si c'était lié à ça, mais ça m'a fait rire de cette anecdote. C'est le type d'information, tu vois. Bon, moi je me souvenais pas de ces prénoms, mais ça me surprend pas parce que je pense que en tout cas cette séquence-là, et c'est ça qui montre à quel point il y a une disparité dans l'écriture, à quel point cette séquence, non seulement elle s'appuie sur du passé, mais elle s'appuie sur du vieux pour faire du neuf. C'est-à-dire c'est pas juste les séquences sur Nepenthe, c'est pas juste des séquences. Il y a une continuité. Comment dirais-je, nostalgiques. Il se passe des choses. Les personnages, ils sont là, effectivement, quand vous disiez tout à l'heure que ils ont un effet de catalyseur pour Picard, c'est tout à fait vrai. Mais et là où ça me pose problème, c'est que ils sont capables de faire ça. Et en même temps, on se dit, voilà, on va peut-être pas les revoir d'ici la fin de la saison, ou peut-être que dans la saison suivante, s'il y en a une autre. Il y a quelque chose qui manque, il y a une sorte de fragmentation des narrations dans tous les épisodes que j'ai vus, qui fait qu'il y a une inégalité. Comme si c'était écrit par des personnes qui s'occupaient que d'un arc à la fois. Mais je pense que c'est le cas, parce que l'épisode d'aujourd'hui, il a été écrit par Samantha Humphrey et Michael Chabon. Donc, et je pense que tu as raison, ils doivent se répartir les rôles sur les arcs narratifs, ceux qui doivent s'occuper du cube Borg, l'autre qui doit s'occuper de la sirène, l'autre qui doit s'occuper de Picard en particulier. Et je pense que l'explication elle est là parce que souvent finalement les choses les mieux écrites se retrouvent aux mêmes endroits et les choses les plus catastrophiques se retrouvent aux mêmes endroits. Donc je donnerais cher pour être dans la salle des scénaristes au moment où ils ont décidé du planning, parce que je pense que ça doit être ça. Moi je me suis fait ma petite théorie dans ma tête. Je pense que plus Michael Chabon a pris du pouvoir, mieux la série a été, globalement. Et je trouve que, je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que beaucoup des choses qu'on reproche à la série sont un petit peu des restes de tout ce qui avait été mal pensé dès le départ, et j'ai l'impression que tout ce qu'on aime que moi j'aime de plus en plus en tout cas depuis 2-3 épisodes, j'ai l'impression de beaucoup plus sentir la patte de Michael Chabon. Mais j'en sais rien, j'étais pas dans la writer's room. En tout cas, pour savoir si on va revoir les personnages ou pas, ça me fait penser un peu à Seven qui laisse sa carte de visite, ce qui veut dire que bien sûr on va la revoir évidemment. Là c'est pareil, parce que n'oubliez pas que Riker a quand même dit qu'il était dans la réserve active et que du coup la chose qui le ferait revenir dans l'espace, donc dans son rôle de capitaine à bord d'un vaisseau, il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment important. Donc il y a peu de chances que avant la fin de la série ça n'arrive pas. Qu'il n'y ait pas une espèce de flotte d'anciens coéquipiers de Picard ou même d'autres. Je vois bien Janeway aussi rejoindre la troupe. Donc en tout cas, voilà, cette phrase-là, elle n'est pas innocente du tout. Et d'ailleurs, pour moi, elle justifie aussi la situation de Riker, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier podcast, il y a Matou qui évoquait un débat qu'on avait eu, lui et moi, sur Internet, sur un forum, à propos justement du rôle de Riker. D'après la bande-annonce qui nous avait été montrée il y a quelques mois, en gros, il y a Matou qui disait que Riker et Troy ne pouvaient pas être à la retraite, c'était pas possible, c'était out of character, c'était pas dans la nature des personnages d'être simplement à la retraite. Que Riker, l'ambitieux carriériste, qui soit retraité, c'était un cliché absolument pas cohérent. Et puis qui se demandait quel était l'intérêt narratif, si ce n'est de couper tout lien entre Picard et Starfleet. Alors on est bien d'accord, l'utilité narrative à la base, elle était bien ici, cependant, il y a quand même des graines qui existaient dans les personnages qui font que leur situation actuelle, elle me semble complètement légitime. Faut pas oublier que Riker, il va quand même sur ses 65-70 ans, en tout cas il a dépassé les 65 ans je pense, et du fait qu'il y a un gap, une ellipse de 20 ans, il y a largement le loisir de changer de cap pour un personnage, pour tout un tas de raisons qui ont été d'ailleurs tristement développées dans cet épisode, la mort d'un enfant, d'abord la maladie qui les a obligés, donc du coup on imagine, à quitter le service actif pour une planète qui pouvait permettre plus ou moins de soulager, si ce n'est soigner leur enfant malade, même si ça n'a pas abouti d'une manière heureuse.
bah du coup c'est quand même des raisons suffisamment pertinentes, quoi. Et donc du coup, il y a des fans qui sont déçus par la série, qui assènent que bah oui, évidemment, tout ça c'est incohérent. Bah non, parce que comme je le disais, pour moi, il y a quand même des choses qui étaient présentes dès le début dans ces personnages. Par exemple, si je prends juste Riker, bah Riker, il a toujours voulu devenir le capitaine de l'Enterprise, et puis finalement, il a oublié cette idée. Il a laissé tomber pour être le second de Picard, donc il a quand même dévié au bout de quelques saisons sur la NECG. L'USS Titan c'était quand même bien et ça lui a apporté des trucs, enfin il est quand même resté, on imagine au moins 10-15 ans à la tête de ce vaisseau, en tout cas dans ce rôle de capitaine, puisque Tad, on a bien compris que c'était un enfant qui avait passé son enfance sur les vaisseaux, puisque lui, il rêvait d'avoir un monde natif à lui. Donc c'est sûr qu'il avait passé au moins 10-15 ans sur un vaisseau. Et en plus, si on coïncide avec le fait qu'il aurait eu 18 ans, etc. etc. Donc, pour moi, tout ça, c'est le fait que ces personnages de la saga qui ont une vraie retraite, en plus de ça, c'est suffisamment rare pour que justement on puisse se permettre ceci avec ces personnages que sont Troy Riker. C'est-à-dire que c'est un cliché, peut-être, mais dans l'univers de Star Trek, ce n'est pas tant arrivé que ça en réalité. Hein. Si vous vous souvenez, la plupart des personnages, soit ils meurent en service, soit ils ils finissent jamais en fait. Donc les vrais cas de vraie retraite qu'on a, c'est finalement Riker et Troy, et d'une certaine mesure Picard, sauf que là, il s'en sort. L'ingénieur Scotty aussi avait pris sa retraite à 120 ans, si je dis pas de bêtises, puisqu'il partait le vaisseau dans lequel il s'était pris la sphère de Dyson, si tu te rappelles bien, et c'était le vaisseau qui l'amenait à son lieu de retraite en fait. Il avait 120 ans. Ouais, relique. C'est vrai, mais finalement, à la fin de l'épisode, il repart à l'académie, il me semble, pour enseigner, si je me souviens bien. Finalement, il décide de repartir à l'aventure dans une navette que lui donne l'Enterprise. Mais je te rejoins complètement. Moi, je ne suis pas pour le fait que tous les personnages doivent décéder en service. Et je trouve pas que finir sa vie avec la femme qu'on aime et ses enfants dans une maison au bord d'un lac, je trouve pas que ça soit une fin triste pour un personnage, pas du tout, en ce qui me concerne. On est d'accord, surtout pour des personnages comme Troy et Riker, qui, on a suivi leur romance depuis le début. La concrétisation, elle a été longue. Et laborieuse, donc forcément, moi je comprends pas que il y a des gens qui trouvent que c'est incohérent, surtout que comme je disais, c'est des choses qui étaient présentes dans l'ADN des personnages. Hein. Will, il est capable d'évoluer parfois de manière surprenante. Hein. On se souviendra aussi de son double Thomas dans l'épisode de Seconde Chance qui est en saison 6, fin de la saison 6. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que ça passe, tu vois. Et aussi un autre truc, c'est que le futur de Will sans Dana Troy, qu'on voit dans la finale de la NECG, on voit que là, il a été carriériste jusqu'au bout, il était amiral, et on voit qu'il est aigri et triste. Donc, du coup, le fait que c'est ce cap-là est celui qu'on nous présente aujourd'hui, je le trouve parfaitement réussi. Il y a tout de même une chose que j'ai trouvée vraiment assez fainéante en termes d'écriture, c'est qu'ils se soient sentis obligés de rattacher la mort de leur enfant au bannissement des droïdes, des synthétiques. C'est une scène de Troy où elle explique ça, et j'ai trouvé que c'était franchement pas nécessaire. Moi je trouve pas, parce que justement je trouve que c'est intéressant, parce que ça légitime d'autant plus le fait qu'ils aient quitté Starfleet et qu'ils se soient mis un peu en retrait, parce que forcément là du coup ils devaient avoir vraiment les glandes, quoi, à juste titre. Mais bon, pas suffisamment pour justement de partir complètement, parce que je le répète, malgré ça, il reste quand même dans la réserve active, donc ça veut dire qu'il a quand même un pied dedans malgré tout. Et d'ailleurs, il suggère à Picard d'avertir Starfleet maintenant qu'ils savent ce qu'ils savent. Ce à quoi Picard dit oui, attends, on va attendre un petit peu la fin de la saison, hein, et après on verra. Donc voilà, pour moi, Riker, il est en retrait, mais finalement pas tant que ça, donc il est quand même quelque part une partie de ce qu'il était précédemment. Et surtout, il confronte Picard sur ses compétences de capitaine, sur le fait qu'il comprend pas les adolescents, et il lui donne une leçon d'humilité, parce que il met le doigt sur les défauts de Picard. Justement, ce qu'on analysait dans les podcasts précédents, finalement Riker a dit la même chose que ce qu'on disait précédemment, en parlant de son arrogance, de fait qu'il soit à côté de la plaque, et qu'il dise qu'effectivement, à l'époque où vous étiez capitaine, ça passait, parce que vous étiez comme ça, mais là maintenant c'est fini.
Donc pour moi, c'est encore une fois, je le répète, c'est la preuve que c'est une vraie volonté de la part des scénaristes de nous avoir montré un Picard comme ça, et que finalement le débat concernant l'évolution de Riker, ça rejoint le débat qu'ont certains fans sur l'évolution de Picard, où justement certains fans refusent qu'un personnage ait pu évoluer sur des années d'ellipse, surtout si son statut de héros est un peu écorné et que malgré que cela donne un peu plus de relief et quelque part de réalisme. Mais tant mieux que son statut de héros soit écorné. Moi, je trouve que ça apporte énormément au personnage. Un personnage qui est un héros... Voilà, moi je trouve que ça apporte beaucoup de profondeur au personnage, que les autres le challenge sur ses compétences de capitaine, sur ses interactions avec les autres êtres humains. Moi je trouve que ça apporte beaucoup au personnage de Picard et je l'en aime d'autant plus. Je suis d'accord avec vous, ce qui me gêne c'est que ça ait pris 7 épisodes. Je veux dire, c'est ça c'est un sentiment général que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que c'est lent. Il y a des moments où on s'ennuie. Je veux dire, ils ont des moyens extraordinaires et c'est une série qui avance au pas d'un escargot. Même quand on compare aux séries des années 90 où ils n'avaient pas d'effets spéciaux pratiquement. Là, c'est cette évolution, cette remise en cause du rôle de Picard, elle aurait pu être faite 3 épisodes plus tôt. Mais c'est comme si on avait toute une saison qui est une saison d'exposition. Vous voyez, on a besoin d'épisodes. Et ça, quand on a 25, ça va, mais là, c'est pour une série feuilletonnante, c'est drôlement lent, quoi. C'est ce que je disais dans les premiers podcasts, c'est que, à mon avis, c'est l'histoire qui nous occupe là, elle va courir sur les 3 saisons à venir et pas seulement sur la première. Et que du coup, que ce soit une saison d'exposition, ça me semble être clairement le cas en fait. Oui, mais non, je veux dire, c'est d'accord, mais enfin, si on n'est pas capable de construire une série en 3 fois 10 épisodes avec quelque chose qui va plus vite que ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'écriture. C'est pas comme s'il n'y avait pas des scénaristes professionnels à Hollywood. Ah, mais ça, on est d'accord. Hein. Ceci étant dit, Martin, c'est un problème qu'on retrouve quand même dans beaucoup de séries aujourd'hui, et en particulier les séries qu'on retrouve sur les plateformes de streaming. Moi, c'est avec mon ami Eric Bush, que tu connais aussi, c'est une critique qu'on se dit toujours la même chose, quoi. On se dit, les séries, depuis que finalement ils n'ont plus aucune menace de se faire annuler au bout du 3e et 4e épisode, comme c'était le cas de toutes les séries qu'on regardait et qu'on aimait quand on était beaucoup plus jeune, finalement, voilà, quoi. Fort de cette non-menace, ils prennent leur temps. Ça, pour prendre leur temps, ils prennent leur temps. Hein. Et c'est le cas de plein de séries qui sortent aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Attendez, je vous coupe là parce que je crois qu'il y a Monsieur Worf qui a quelque chose à nous dire. Captain, incoming message. Alors sans trop de surprise de mon côté, c'est un épisode que j'ai plutôt adoré, principalement pour le côté famille Riker que j'ai trouvé très juste et qui a permis de retrouver des personnages qu'on a laissés quand même il y a un moment pour la plupart. Je trouve que beaucoup d'émotions passent dans cet épisode et beaucoup passent par les non-dits. Ironiquement, je pense que pour les néophytes de Star Trek, l'épisode marchera moins bien parce que tous ces non-dits, toutes ces relations, toutes ces scènes pleines d'émotions fonctionnent de par la relation des personnages qui a été développée sur cette saison, voire plus, parce qu'il y a quelques films par le passé. Mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde sera capable de capter l'émotion qui est censée retransparaître de cet épisode. J'ai particulièrement aimé les passages avec Martina Sirtis en Diana Troy, puisque son personnage de bétazoïde et ses pouvoirs empathiques permettent d'autant plus de relations de sous-entendus vis-à-vis de Picard et de sa situation actuelle. Je trouve que en plus on joue beaucoup sur des tragédies passées. On a le personnage de Kestra qui est un rappel de la sœur de Troy qu'elle n'a jamais vraiment connue et qui fait écho avec le personnage de Thaddeus qui lui on le découvre est aussi mort jeune dans la série. Je trouve que tout ça marche très bien. Kestra, très bon nouveau personnage d'ailleurs au passage. Je trouve que Lulu Wilson interprète très bien le personnage et il donne envie d'être découvert un peu plus. À côté de ça, on a enfin Narissa qui fait autre chose que parler, ce qui est plutôt une bonne chose. On a un peu plus de Raffi qui me fait un peu plus aimer le personnage puisque jusque-là je le trouvais relou en fait, tout simplement. Et le point noir de l'épisode pour moi, ça sera probablement la mort de You, puisque autant les personnages qu'on a vus jusque-là, que ce soit Maddox ou Icheb, avaient vraiment un rôle, leur mort avait vraiment un rôle dans l'histoire, autant ici ça semble être un massacre de l'ancien monde un peu gratuit.
Et j'avais tellement aimé la relation Hugh-Picard dans l'épisode 6 que j'aurais voulu voir un peu plus de tout ça par la suite. Que ce soit avec Picard ou avec Seven of Nine d'ailleurs, qu'on sait, d'après l'action, reviendra dans les épisodes 8, 9, 10. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un bon épisode qui jouait à fond sur la nostalgie et ça a marché très bien auprès de moi. Juste un truc, on n'a pas laissé Martin faire sa promo. Je sais pas si tu as des trucs à dire. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur les séries télé, mais je voulais dire justement quelque chose qui soit quand même relatif au sujet du podcast. C'est que je découvre de plus en plus des séries britanniques et des séries de toute nature, enfin surtout des séries réalistes, des séries policières, et je suis effaré par la qualité de l'écriture des séries britanniques à l'heure actuelle. Aussi bien des séries historiques que des séries contemporaines. On voit vraiment le fossé qui sépare la qualité de ce qui se fait à la BBC avec ce qui se fait sur certaines chaînes ou certaines plateformes de streaming américaines à l'heure actuelle. J'invite tout le monde, tous les gens qui connaissent pas les séries britanniques à aller regarder du côté de la BBC et d'ITV parce qu'il y a vraiment des choses exceptionnelles. Mais pour finir avec l'épisode qu'on vient de voir, j'en veux beaucoup aux scénaristes de nous avoir tué un personnage avant de l'avoir fait complètement renaître et de lui avoir donné un arc digne de lui. Je trouve que tuer Hugh comme ça après l'avoir fait apparaître dans 3 épisodes maximum, c'est pas bien. C'est pas bien parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment un personnage qui à mon avis est aussi intéressant à explorer que Seven of Nine. Mais oui, de pas les avoir les deux ensemble, c'est vraiment ça fout la rage quoi. C'est scandaleux. Alors s'ils l'ont vraiment tué, c'est scandaleux. Et toi, Romain, t'avais quelque chose à rajouter ? Non. Et toi, Marina ? Moi, j'ai adoré Riker appelle Troy Imsadi. J'ai adoré parce que j'avais lu la nouvelle de Peter David dans les années 90. Ouais. Et voilà, j'ai toujours été un peu fan de ce petit mot d'affection qu'ils employaient entre eux et tout ça. Et voilà, donc et j'ai super hâte de retrouver Seven of Nine parce que je dois dire que j'ai adoré son retour. Honnêtement, si j'ai tenu avec certains épisodes de Voyager, c'est grâce à elle. Voilà, j'adore son interprétation. Je trouve qu'elle est super, donc j'ai hâte de la revoir, mais j'aimerais bien aussi revoir Riker et Troy dans les prochains épisodes et les interactions avec Picard. Je suis désolé, je voulais aussi revenir sur des personnages qui sont sous-employés dans Picard. C'est les personnages holographiques. Ça c'est enfin je veux dire, quand j'ai vu le premier personnage holographique, je me suis dit c'est sympa, on va avoir un personnage qui va avoir et puis non, ils servent à rien. Là vraiment ils servent à rien du tout. Ils font rien, ils disent rien, ils servent à rien. Et ça c'est vraiment dommage parce que quand on pense au Docteur dans Voyager qui était un personnage formidable. Mais là, c'est un gimmick pour l'instant et ça servait juste à mettre en lumière des facettes de la personnalité de Rios et de faire des blagues. Ouais, rien de plus. Et d'ailleurs, par contre, justement, ça me fait penser à quelque chose que j'ai trouvé un petit peu bizarre. C'est que la première fois que Raffi appelle le docteur holographique, il ne répond pas et je me suis dit c'est bien, Jurati, elle a dû le pirater pour pas qu'il la balance suite d'avoir tué Maddox. Et puis finalement, quand elle fait son coma, il réapparaît. Alors ça, j'ai pas très bien compris non plus. Mais bon. Je vais quand même rajouter quelque chose, mais j'invite, si vous voulez éviter tous les spoils possibles sur les prochains épisodes, j'invite nos auditeurs à couper leur son pendant quelques secondes. Voilà, je vous laisse 2 secondes, 2 secondes. Les producteurs de la série ont posté une photo qui m'a mis les larmes aux yeux pendant la production de l'épisode dont on parle aujourd'hui, l'épisode avec Riker et Troy, où en fait on se rend compte que LaForge et, je dis LaForge, mais je devrais dire Michael Dorn et LeVar Burton sont venus visiter le set, et du coup t'avais quasiment, et Brent Spinner aussi, t'avais quasiment tout le set de Next Generation qui était là ce jour-là sur le tournage. C'est peut-être juste une visite de courtoisie et c'est comme ça qu'ils l'ont présenté sur la photo qu'ils ont publiée sur leur compte Twitter. Mais comme voilà, on espère quand même qu'il y ait une dernière petite surprise et peut-être le cliffhanger de fin de saison. Voilà, même si je crains toujours qu'on fasse revenir des anciens personnages si c'est pour mal les traiter ou les tuer comme Hugh, j'avoue que revoir l'équipage de l'Enterprise réuni une dernière fois me ferait chaud au cœur, et quand j'ai vu cette photo, je me suis remis à espérer beaucoup de choses sur cette fin de saison. Et c'est sur le compte Twitter de qui ? En tout cas, j'ai retweeté sur le compte du Quadrant Pop. Tu pourras les voir. Et juste pour revenir sur l'équipage, il y a une scène où Riker et Picard discutent de l'équipe. Et Riker lui demande comment est le nouvel équipage. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour dans la scène parce que Picard se moque un petit. Il les met tous en boîte en fait, en disant
ils ont tous des problèmes et qu'ils n'ont pas réglé et tout ça. Et j'ai trouvé que la scène et la manière dont ils parlaient de l'équipage est plutôt drôle et ça montrait bien la différence entre l'équipage de NextG, qui était juste parfait. Eh ben, merci à tous. Pour conclure, je vais vous laisser avec une musique de fin qui s'appelle Captain of My Heart, et le Star Trek Love Song. Donc c'est Alison Mack qui déclare sa flamme dans une chanson au capitaine Riker. Donc je vous laisse avec ça. Longue vie et prospérité. Salut tout le monde. Salut. Salut. I've always dreamed of sitting by your side. That somehow our two timelines would collide. I love how well you take command. I wanna be at your right hand. Together we could have a wild ride. Let's start our journey to a distant sun. Our mission of love has only just begun. Although I am no minuet, my lust for you I won't forget. 'Cause you will always be my number one. Will Riker, you are the captain of my heart. Will Riker, yes, I have known it from the start. You were in love with Deanna Troi, but now I want you as my boy. Will Riker, you are the captain of my heart. Your reputation as a ladies' man could not dissuade even your biggest plan. Buxom or androgynous, I swear none of them will you miss. I love you like nobody else can. Will Riker, you are the captain of my heart. Will Riker, yes, I have known it from the start. You were in love with Deanna Troi, but now I want you as my boy. Will Riker, you are the captain of my heart. Program complete.